Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des webinaires organisés par le GT Anticipé en univers incertain, que je vous invite bien sûr à rejoindre en vous inscrivant sur le site. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'une conférence à trois voix sur un thème d'actualité qui est l'IA générative. Il s'agit d'une application particulièrement innovante qui permet de réaliser des gains opérationnels par l'automatisation et l'IA générative, en appliquant cette IA générative au scénario économique pour alléger le travail des actuaires qui sont en charge de la production des indicateurs financiers. Comme chacun le sait, c'est une charge croissante, la production des indicateurs financiers, dans un contexte qui est multinorme. Et puis, tout ça doit se faire avec des délais contraints. Donc, améliorer, faciliter le travail et réduire les délais, c'est quelque chose de très important et très intéressant. Donc, les intervenants qui vont nous parler de ces travaux, nous avons Anouar Hassine. Anouar, après 6 ans passés dans le conseil en actuariat, il a intégré CNP Assurance en 2015 dans l'équipe revue et validation des modèles. Il a contribué ainsi à revoir les modèles de projection dits passifs seuls et puis ALM, ainsi que les modèles de consolidation du taux de couverture. En 2020, Anouar a rejoint la direction technique du groupe CNP Assurance pour réaliser la production des scénarios économiques multinormes. Et sur ce poste, il a contribué au pilotage des projets d'automatisation du GSE et des réponses aux différentes instances de régulation que vous connaissez, CAC, ACPR, etc. Bonjour à tous. Bonjour Anouar. Euh, Nous avons également Jérémy Baudet, qui est consultant senior en modélisation financière dans l'équipe R&D de Milliman, qui l'a rejoint en 2021. Il est diplômé de l'ENSAE avec une spécialisation en finance et gestion des risques. Ses compétences, qui sont assez larges, je ne vais pas les énumérer toutes, elles englobent les générateurs de scénarios économiques, que ce soit pour leur revue, leur implémentation de nouveaux modèles ou la construction de stratégies de validation. Bonjour Jérémy. Nous avons également Céline Franconi, toute jeune diplômée actuaire, diplômée de l'université Paris-Dauphine et de l'ENSAE. Donc, elle est actuaire associée de l'Institut des actuaires. Elle est consultante au sein du pôle de modélisation financière du département R&D de Milliman depuis janvier 2024. Elle a contribué à différents projets, notamment l'intégration du risque climatique dans les trajectoires financières, sujet nous intéresse hautement par ailleurs, comme vous le savez, la modélisation d'impact macroéconomique à travers les modèles d'équilibre, la revue et la construction de stratégies de validation de générateurs de scénarios économiques et des travaux d'automatisation. Donc, nous allons leur laisser la parole. Il y aura un temps de réponse à la fin de l'exposé, des exposés. Donc, posez dès maintenant, elles vous viennent à l'esprit, vos questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas, lâchez-vous, posez vos questions. Ça animera un débat qu'on se réserve pour la fin de l'exposé. Je leur passe la parole sans plus attendre. Je crois que c'est toi qui commences, Noir. On t'entend pas. T'as pas ton Oui, micro. Voilà. c'est bon. Bonjour à tous. Euh, Alors, sur cette présentation, l'objectif de tous ces travaux, ça a été de réduire aujourd'hui de réduire les délais de clôture euh, avec les normes Solvency 2, IFRS. On avait beaucoup plus de scénarios économiques à produire. Donc la MCEV aujourd'hui, c'est un peu du passé, mais si on regarde Solva 2 et IFRS,
on avait quand même enfin, on a quand même un certain nombre de scénarios à produire. Donc, avec les sensibilités qui s'appliquent aux centrales, ça a nécessité pour les acteurs de CNP et dont moi de travailler à l'industrialisation des GSE, notamment sur toute la chaîne de production, depuis le calibrage jusqu'à la validation des scénarios. Donc, alors vraiment, cette interlude, cette introduction, elle est importante parce que, en fait, on ne peut pas faire d'IA si on n'a pas des sorties qui sont complètement fiables et fiabilisées. Il faut avoir l'ensemble des sorties des indicateurs de manière automatique qui sortent depuis vos GSE pour pouvoir justement faire de l'IA. Et donc ça, c'est important. C'est une phase qui est importante dans un projet d'IA. C'est d'abord d'avoir des sorties qui sont complètes avec des indicateurs, une multitude d'indicateurs pour pouvoir justement requêter requêter avec le prompt de manière intelligente. Si vous n'avez pas l'ensemble des indicateurs ou si votre process n'est pas complètement automatisé, ça devient compliqué. Je peux passer à la slide 3. Alors, vous voyez, ça, c'est l'ancien process de GSE l'ancien process de GSE de CNP. Alors, on avait beaucoup d'allers-retours entre les fichiers, beaucoup de tâches manuelles, énormément de risques opérationnels. Enfin, il arrivait une fois sur deux, on arrivait sur les tests de validation avec des hypothèses qui étaient mal renseignées dans les fichiers. C'était assez compliqué comment dire, à mettre en place, dans le sens où à chaque fois on faisait tourner les outils, c'était dans différents outils. Tout n'était pas dans le même outil, c'est-à-dire qu'on avait des calibrages dans des outils, on avait la vérification dans d'autres outils, l'exécution des GSE dans un autre outil et la validation encore dans un autre outil. Donc, ce qui montrait qu'on avait déjà 6 outils pour travailler, ce qui est compliqué. Et après, ben, il y avait la réalisation du rapport de calibrage. Prenait beaucoup de temps parce que beaucoup de copier-coller manuel, etc. Voilà, donc ça, c'est les premiers points. Donc là, on peut voir la répétition des opérations. Donc là, en fait, par nombre de GSE, on a des rapports de calibrage, par exemple. Et le calibrage, bah, pour chaque courbe de taux, chaque nappe de volatilité, vous avez un calibrage propre qui va se faire pour chaque modèle de taux. Et donc, du coup, ça va faire des répétitions, énormément de répétitions. Donc, on a réfléchi à une phase de. On s'est dit, mais il faudrait vraiment qu'on arrive à tout mutualiser, tout gérer dans la même implication, dans le même logiciel. Et aujourd'hui, c'est ce qui est fait. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on a une robotisation de la collecte des données de marché. Donc, on a vraiment une collecte des données de marché qui est beaucoup plus simple. Ensuite, on a utilisé la puissance des API pour faire en sorte que, au lieu de devoir calibrer scénario par scénario, bah, on calibre ça directement via MATLAB et via les API qui sont des librairies du GSE. Donc, je ne vais pas vous dire le nom du provider, mais chaque provider de GSE fournit des API qui permettent de réaliser bah, des opérations de calibrage, des opérations de simulation. Et notamment sur le lancement de l'outil GSE, on utilise également une API pour pouvoir lancer ces scénarios économiques, la production de ces scénarios économiques. Et ensuite, on a également intégré au même outil la validation, c'est-à-dire qu'on a une chaîne de production qui est faite dans une même simulation, ce qui peut dire qu'aujourd'hui, on est capable de mutualiser. Par exemple, sur une simulation, on peut produire 100 scénarios économiques différents avec différentes courbes de taux, différentes nappes de volatilité. Ça, c'est vraiment aujourd'hui dans un process multinorme. On a des courbes IFRS, S2, des VA IFRS aussi différentes hein, par entité, parce qu'aujourd'hui, la prime d'illiquidité IFRS, elle se calibre pas au niveau d'un groupe, elle se calibre au niveau de chaque entité. Euh, donc, du coup, ça veut dire que ça multiplie votre production par le nombre de VA. Donc, du coup, ça crée beaucoup de surcharge au niveau des équipes et on a dû imaginer ce projet d'automatisation pour arriver à avoir des temps de production réduits, mais aussi gagner en qualité, fiabilité sur l'ensemble des process.
Et ensuite, bah, on a automatisé également le rapport. Donc là, ça sort de l'outil CNP. C'est encore un autre outil différent, c'est sous Python. Ça utilise des fonctionnalités de Python qui est beaucoup plus flexible en termes de création de documents, etc. Donc ça, on en parlera par la suite. Voilà. Donc, en termes de retour d'expérience sur le multi-ESG, enfin, le multi-ESG, donc, le fait d'avoir une simulation et pouvoir lancer une centaine de scénarios, bah, il y a beaucoup moins d'erreurs opérationnelles, beaucoup moins d'erreurs manuelles également. Il y a une simplification du paramétrage. Il y a vraiment un gain de temps conséquent. On passe de J+5 en termes de temps de prod à J+2. Beaucoup plus pardon, d'interaction avec les équipes. On a une vision beaucoup plus compliante des tests vis-à-vis de la CPR. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment une vision des tests au niveau de la martingalité sur l'ensemble de l'actif de CNP, sur l'ensemble enfin, des actifs sous-jacents de la CNP, et l'ensemble des facteurs de risque. Ça, c'est vraiment très important. Et on a plus de temps pour les analyses, ce qui est vraiment enfin, vraiment une valeur ajoutée. Et surtout, on peut refaire des scénarios si on se trouve en difficulté sur certains tests. Ça, c'est vraiment très appréciable. J'ai encore une slide ou deux, c'est ça, Jérémy? Trois. Comment? Trois. Trois, d'accord, ok. Alors du Deux, pardon. coup, Ouais, ouais, deux. donc du coup, on a vraiment sur la partie stratégie de validation, une production maintenant aujourd'hui automatique des rapports à partir des indicateurs qui sont générés par le scénario économique et les tests de validation. Bah, tout de suite, Python vient se brancher à l'ensemble sur un fichier plat qui vient justement récapituler l'ensemble des tests et vient, bah, du coup, dans le rapport, on vient piocher les bonnes données, on vient créer les bons graphes, on vient créer les bonnes courbes de taux, on vient créer les bonnes nappes au bon endroit, etc. Donc, les mises à jour sont beaucoup plus simples et surtout, ça nous permet également de pouvoir faire des tests supplémentaires, des tests complémentaires si on a des incertitudes sur certains niveaux. Ensuite, en termes de validation, aujourd'hui, on a des indicateurs très macro. On peut agréger des résultats. Alors, je ne parlerai pas trop de méthodologie parce que ça, c'est vraiment au niveau de CNP. Mais on peut agréger, par exemple, le test de martingalité pour avoir une vision du test martingale sur un actif, sans regarder par année de projection. Ça, c'est vraiment appréciable. Ensuite, slide 9. Je sais pas qui- ouais, voilà. Ensuite, vous avez également une stratégie de validation. On va derrière fixer des seuils. On a, à force, avec le recul qu'on a sur la production, on a des seuils sur les tests de martingalité, sur les tests de market consistency. Et ces seuils, en fait, clairement, ils vont définir un peu notre stratégie de validation. Et on dira si à la fin, si le test est accepté, refusé au niveau d'un facteur de risque. Et ensuite, clairement, on peut agréger aussi ces tests au niveau du portefeuille, ce qui est vraiment appréciable, ce qui permet vraiment d'avoir une vue globale pour le management, une vue beaucoup plus détaillée pour les experts qui travaillent sur les GSE. Et voilà, et après, il y a derrière une stratégie de validation. Si par exemple, certains de vos facteurs de risque ne dépassent les seuils, vous pouvez être accepté conditionnellement. Si par exemple, c'est pas sur les taux, c'est un peu moins critique sur les autres facteurs de risque, puisque les assureurs sont plus exposés sur les taux aujourd'hui. Et puis, par exemple, si vos tests sont vraiment mauvais au niveau des taux, au global, euh, vous pouvez être complètement rejeté. Voilà, je laisse la main à Céline et à Jérémy. Alors, je me permets Merci. juste de rajouter une petite précision sur la stratégie de validation. C'est quand même un prérequis très important pour pouvoir automatiser la procédure et les rapports. C'est-à-dire, cette stratégie de validation, comme l'a dit Anoa, elle est entièrement automatisée. Le but, c'était vraiment de construire des indicateurs agrégés sur une méthodologie euh, tout le temps identique et pour pouvoir par la suite automatiser ce qu'on va voir tout de suite avec ces lignes.
Donc là, je vais vous présenter pour l'instant les différentes étapes pour réaliser une automatisation assez rapidement. Donc ici, on parle d'automatisation donc sans IA, c'est-à-dire de façon déterministe. Donc la première étape, c'est d'avoir accès à l'information. Souvent, ça veut dire créer ou en tout cas avoir un input global qui regroupe souvent toutes les données dont on a besoin et dont et que l'on veut. Donc souvent il faut un format qui soit assez structuré, donc un Excel, un CSV, quelque chose comme ça, pour que ce soit du coup lisible par le langage utilisé, donc que ce soit R ou Python, etc. Ensuite, la deuxième phase, ça va être la phase de réalisation de contrôle pour la cohérence des résultats. Donc ici, on peut intégrer évidemment dans le code des, des contrôles pour vérifier cette cohérence de résultats, mais ce sera fait de façon déterministe. Et donc, on va prévoir un certain nombre de cas. Et si nos données ne rentrent pas dans les cas qu'on a prévus, du coup, on va vite être limité par les contrôles que l'on va prévoir. Et la dernière phase, du coup, c'est la capacité à automatiser, donc à créer les rapports que l'on souhaite sous différents formats. On peut les créer en Word, en slide, en PDF. Donc voilà, là enfin, on va faire un petit focus sur la partie 3 pour montrer du coup l'exemple qu'on a du coup réalisé au sein de CNP où on a automatisé les slides sur la validation des scénarios économiques. Donc ici, on peut voir un slide d'exemple où donc tout pardon dans le slide est automatisé, la création des tableaux, des graphiques, des wordings aussi grâce à des arbres de décision. Et on peut voir que du coup, tout se met à jour très facilement. Donc voilà, on va vous montrer ici l'interface utilisateur qui a été créée pour pouvoir utiliser cet outil. Donc, l'objectif de cette interface utilisateur est d'être très facile, donc de permettre à l'utilisateur, pardon, d'utiliser très facilement l'outil sans avoir besoin du coup de rentrer dans le code. Donc, ici, on va venir sélectionner les fichiers dont on a besoin. On va pouvoir sélectionner la date, etc. Donc, ça, c'est les paramètres qui sont décidés par les équipes, évidemment, pour voir ce dont on a besoin et ce qui peut être du coup modifiable et qui sera différent entre chaque arrêté, donc ce qui reste à la main des équipes métiers. Et donc là, ici, le but, c'était de comparer différents arrêtés. Donc, on rentre l'input global pour chaque arrêté. À chaque fois, on re-rentre la date, etc. Et à la fin, du coup, on va rentrer un template ici, donc qui sera du coup les slides qui permettra pardon à l'équipe de pouvoir entretenir l'outil puisque du coup ça permet de gérer toute la mise en forme en modifiant directement sur le template et ensuite ici de le mettre en input permet du coup si on modifie le template de le remettre ici modifié et ça va changer du coup la sortie des slides en output. Donc après, on peut voir que le code s'exécute, on peut voir qu'on a des petits messages quand les slides se mettent à jour. C'est aussi en cas d'erreur pour savoir où est-ce qu'il y a une erreur dans le code. Et après, les slides, du coup, sont prêtes. Donc voilà sur la partie automatisation. Je vais relaisser la parole à Anouar pour le retour d'expérience sur l'automatisation. Tu le fais. Excusez-moi. Ah, Je suis là. Vous m'entendez? oui. Ouais, parfait. Alors, du coup, sur l'automatisation, vraiment, ce qui est appréciable aujourd'hui, c'est clairement au niveau des rapports, si par exemple on est obligé de rejouer des ESG parce que nos tests ne passent pas, on peut rejouer des scénarios et tout de suite avoir un rapport qui intègre ces changements d'hypothèse. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'était pas possible dans le passé, dans le sens où bah, régénérer ce type de présentation de PowerPoint, ça prenait quasiment une journée, un jour homme pour enfin, réintégrer tous les graphiques, réintégrer tous les commentaires, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment un gain de temps très, 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 très conséquent et ça nous permet d'être beaucoup plus réactifs par rapport au management et pouvoir faire des sensis si nécessaire. Ensuite, bah, on a vraiment un gain de temps dédié à l'analyse et à la prise de recul, c'est-à-dire que bah, au lieu de copier-coller des graphes, etc., bah, là, on est là, on regarde les PowerPoint, on a déjà un PowerPoint qui sort avec tous les indicateurs, on a juste à regarder la cohérence, vérifier que nos chiffres sont bons,
comment dire, prendre du temps pour justement s'assurer de la bonne cohérence de l'ensemble des chiffres et des messages qu'on veut passer au management. Et ça, c'est vraiment important. Et ensuite, voilà, dans les axes d'amélioration, effectivement, le code est assez est complexe en termes de niveau Python parce que il y a pas mal de slides, il y a pas mal de choses à insérer dans les éléments. Donc, il y aura des évolutions pour essayer de justement simplifier le code et faire en sorte que ce soit plus simple à maintenir et plus simple à faire évoluer. Ensuite, il y a des petits ajustements mineurs en termes de mise en page, des textes qui dépassent, enfin des choses assez simples à corriger à la main, mais mine de rien, c'est des axes d'amélioration qui peuvent être pris en compte pour le futur. Voilà, Merci. je vous laisse continuer. De rien. Du coup, merci Anouar. Du coup, là maintenant, ce qu'on va faire, c'est donc on va reprendre le schéma qu'on a fait avec l'automatisation déterministe. Et donc là, on va ajouter à chaque fois pour chaque bloc la brique IA. Donc pour l'accès à l'information, l'IA, elle va permettre de pouvoir, du coup, avec notamment des agents, mais aussi d'autres moyens de pouvoir pardon avoir accès à l'information disponible et d'avoir accès aussi par exemple à la moyenne d'une donnée ou d'autres métriques des données qui sont disponibles. Et donc, on va voir cela grâce à une petite vidéo du coup d'un chatbot. Donc là, l'idée, c'était de demander au chatbot d'afficher d'abord du coup sous format graphique les courbes des taux entre le T4 et le T3 pour voir du coup la différence. Donc une fois qu'on a demandé donc cela, on peut lui demander par exemple une moyenne d'une des courbes des taux. Donc ça, il va pouvoir du coup lui-même savoir du coup comment il faut faire pour calculer la moyenne. Donc c'est pas du tout rentré dans la prompt et il va pouvoir aussi, il a une mémoire parce que là on lui demande d'ajouter sur le graphique et donc on voit qu'il reprend le graphique d'avant et qu'il ajoute bien du coup la moyenne sur ce graphique. Ensuite, on peut lui demander aussi d'ajouter du coup de faire un zoom sur les 15 premières maturités. Donc on voit pareil qu'il reprend bien le même graphique de dessus et qu'il fait bien le zoom. Et par exemple, on peut aussi lui demander d'afficher en textuel les valeurs, enfin les moyennes ici des deux courbes des taux. Donc on voit qu'on peut à la fois avoir une représentation sous format graphique, mais aussi sous format écrit en chiffres. Ensuite, par exemple, ici, on peut lui demander aussi, dans le cadre d'un arrêté, par exemple, l'écart des vols de swaption entre le T3 et le T4. Donc il va lui-même calculer la différence entre les vols de swaption du T3 et les vols de swaption du T4, qui vont être du coup affichés ici. Et après, pareil, on peut du coup demander de représenter ces évolutions, enfin ces écarts pardon, de swaption sous format d'un graphique, ce qui c'est très bien faire aussi. Donc ça permet de visualiser enfin, les différentes données en input que l'on a. Et alors, le graphique va arriver, voilà. Et donc là, voilà, on a le graphique en 3D sur du coup la différence entre les vols de swaption. Euh, Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que on n'a pas, ces graphiques ne sont pas déjà disponibles. C'est pas juste de la lecture, ils sont réellement construits à partir des données brutes. Donc, que ça soit pour les calculs ou le traçage des graphes. On a juste à notre disposition en input classique les données de marché ou les données du GSE. C'est vraiment là le chatbot qui construit tous ces graphiques et tous ces calculs. Bien sauté une seconde. Ben voilà. Pardon. La seconde partie, donc, c'est pour l'amélioration des contrôles. Donc, on a vu qu'avec l'automatisation, on pouvait réaliser des contrôles de cohérence, mais on était ou soit limité, où il fallait traiter le plus de cas possible, ou c'était généralement assez manuel. L'idée avec l'IA, c'est qu'on peut intégrer des données externes pour pouvoir contrôler et faire des contrôles de cohérence. Donc, par exemple, on peut utiliser des PDF, des mails, un tas d'informations pour pouvoir réaliser des contrôles et vérifier
que tout se passe bien dans notre GSE. Donc c'est assez bien pour ceux qui travaillent sur la partie GSE ou même sur d'autres sujets, le contrôle des hypothèses utilisées pour générer est assez long et fastidieux. On doit vérifier que tout est OK, est-ce qu'on a bien mis la bonne courbe, est-ce que la courbe qu'on obtient à la fin, c'est bien la courbe EIOPA, est-ce qu'on n'a pas oublié de mettre à jour un paramètre. Et du coup, on peut imaginer, alors là, c'est un exemple assez basique dans cette vidéo. Donc, l'idée de la vidéo, c'est de comparer deux paramétrages de GSE sur 2 trimestres et de voir quelles sont les différences et les points communs. Donc, c'est ce qu'on va voir là. Alors, c'est vraiment un extrait. Voilà, tu peux mettre voilà, dans cet exemple, par exemple, c'est un cas réduit, mais c'est juste pour illustrer. On souhaite vérifier est-ce que entre les deux arrêtés, la courbe des taux est identique ou non. Là, on voit que la courbe des taux, donc en ligne 0, est identique, ce qui est assez étonnant. On se dit, bon, il y a certainement un problème. Pour tout ce qui est les paramètres de l'equity, on voit donc, ligne 5, 6, 7. On voit qu'on a bien des calibrages différents, donc on peut rechecker si on le souhaite à partir. Donc ces résultats, ils ont été extraits directement des maquettes de calibrage qui pourraient être externes au process. Et on a directement en un coup d'œil tout le paramétrage. On voit aussi que certaines hypothèses sont identiques d'un arrêté à l'autre et on vérifie que c'est cohérent. Par exemple, le calibrage pour les poids de calibrage pour l'equity ou des swaptions. Et du coup, nous, là, dans notre cas, on se dit, bon, il y a un problème, la courbe des taux est identique, on veut s'assurer, ben, on voudrait visualiser un peu comme ce qu'on a vu dans la vidéo d'avant, ben, avoir une vision, est-ce qu'elles sont vraiment identiques ou est-ce que, il y en a juste une qui est manquante? Donc on peut lui demander directement en interagissant, bah, j'ai observé une anomalie, euh, je peux directement accéder à l'information, le tracer d'un point de vue visuel ou m'afficher même un tableau de la courbe des taux sur les courbes. Là, sur le graphique, bah, il nous dit dans l'échelle qu'on a tracé les deux trimestres, mais malheureusement, visuellement, ça se voit pas. Donc on peut dire, bah, un autre point de vue, trace-moi la différence entre les deux courbes pour s'assurer que, elles sont bien identiques. Et bam, à partir de la data, on réussit à construire l'écart entre les deux courbes affichées. Et là, on voit bien qu'on se retrouve avec des courbes complètement identiques, leur écart est nul. On pourrait aussi afficher, comme on l'a vu dans le tableau, que on avait juste l'information que les volatilités de swaption étaient différentes, mais on pourrait les afficher pour vraiment s'assurer que on a bien mis à jour avec les bonnes données, donc comme on l'a vu sur un format tableau. Tous les formats sont prédéfinis directement dans l'IA où il comprend, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard sur comment l'architecture et comment cela fonctionne, mais rien n'est c'est pas déterministe, c'est vraiment l'IA qui comprend à partir de notre demande sous quel format, bah, là on a spécifié le tableau, donc il définit les lignes et les colonnes, tout a été défini dans un contexte. Donc maintenant, on va faire un zoom du coup sur la troisième partie, donc sur la capacité à automatiser. Donc dans cette partie, l'IA va nous apporter d'avoir du coup des rapports beaucoup plus entre guillemets intelligents et des analyses qui seront du coup beaucoup plus fines et beaucoup plus adaptées aux faits que l'on va pouvoir observer. Donc, on peut de la même façon utiliser un agent conversationnel pour avoir des informations sur les faits marquants. Donc, de la même façon, on va pouvoir converser avec lui pour essayer de trouver d'où vient ce fait, comment il peut l'expliquer et comment il analyse tout ça.
Donc, juste pour rappel, enfin, c'est une petite citation d'un papier de recherche pour dire que du coup, les modèles LLM, ils sont pas capables de raisonner par eux-mêmes et en fait, ils vont reproduire le raisonnement qu'on leur aura donné et sur lesquels ils se seront entraînés. Donc, c'est vraiment parce qu'on fait, parce qu'on leur donne du contexte et qu'on leur explique comment il faut raisonner, qui vont arriver eux-mêmes à du coup répliquer ce raisonnement et raisonner. Donc, là, je vais vous parler plutôt de l'architecture agentique, donc comment fonctionne cette architecture LLM. Juste avant, on va parler tout au long de la présentation, vous allez entendre souvent l'hallucination. On va le définir directement, comme ça c'est plus simple. L'hallucination, c'est une réponse partielle ou complètement inventée ou incohérente générée par le LLM. Donc, en fait, le LLM, il va toujours nous donner une réponse, mais cette réponse, elle peut être complètement incohérente, mais surtout inventée et ne pas se baser sur les données qu'on lui met. Et l'idée, c'est que tout ce qu'on veut faire, c'est de réduire ce risque d'hallucination et d'avoir la réponse la plus pertinente. Donc pour ce faire, on a mis en place une architecture agentique ou workflow agentique. Et pour vous le présenter, je vais vous parler d'un cas d'une requête très simple. On a un utilisateur qui souhaite construire un graphique et l'analyser. Donc on pourrait demander directement à une IA de construire le graphe de la courbe des taux et de nous l'analyser. Et le LLM classique, donc par exemple ChatGPT, comme beaucoup connaissent, il est tout à fait possible de traiter ce type de demande, il est capable de le faire, mais par contre, le risque d'hallucination ou d'imprécision est assez important. Et en fait, ça s'explique assez facilement par rapport à ce que Céline a dit, c'est que l'IA, de base, elle n'est pas capable de raisonner par elle-même. C'est-à-dire que sans contexte, sans guide, sans explication de ce qu'on attend, il va nous proposer une analyse, mais pas forcément pertinente euh, et cohérente avec ce que nous, on souhaite. Est-ce qu'il utilise réellement nos données pour analyser? Ça, on ne sait pas. Et de plus, on va dire le LLM de base, il n'est pas forcément expert métier sur, si on a des demandes très spécifiques sur, comme ce cas-là, sur les GSE. Bah, il a certaines notions parce qu'il a été appris sur des grosses quantités de données, mais il n'est pas expert. Et il y a des cas particuliers, il y a des cas spécifiques à chaque entreprise. Et l'idée, c'est de construire des agents. Alors, un agent, il faut le voir vraiment comme un LLM à part entière. C'est un modèle à lui tout seul. Où l'idée, c'est justement de décomposer une question qu'on a posée. Donc là, construire un graphe et analyser en sous-tâches. Donc, par exemple, la partie création de graphe et la partie analyse. Et à l'intérieur, on pourrait même redécomposer en plusieurs agents. Et chacun de ces agents a son propre contexte, euh, spécification. Par exemple, un agent, ouais. L'agent création de graphe, il est capable de savoir si on veut un graphique 2D, 3D, un tableau, si c'est des données calculées, comment les calculer, quelles métriques on veut mettre en avant en fonction de la question. Il est expert dans son domaine. Il a tout un contexte, toutes des explications, tout un raisonnement pour répondre à cette question. L'autre agent expert métier, lui, il va s'occuper plutôt de l'analyse. Donc, à partir des données quantitatives, il va aussi calculer ses propres métriques pour pouvoir analyser, interpréter et construire une réponse satisfaisante dans l'analyse. Et à la fin du processus, on regroupe les deux réponses et on a la réponse finale du LLM. Donc, ce que vous pouvez observer, la réponse de la question. Mais en fait, c'est bien deux modèles spécifiques et qui experts dans leur domaine qui a formulé la réponse globale. Donc là, je vais vous présenter un premier cas d'étude. Alors, jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de chatbot, etc. Mais en fait, il faut bien comprendre que le chatbot, c'est facile pour nous de visualiser ce que l'on demande et parce qu'on a une réponse directe.
mais on peut très bien intégrer l'IA dans la conception directe des slides ou d'un rapport Word d'analyse. Donc là, l'idée, elle est assez simple, c'est qu'on a à notre disposition deux tableaux donc, de volatilité de swaption et les graphes qui ont été générés par l'outil de conception de GSE. Et on souhaiterait réaliser une analyse complète de cette surface de volatilité de marché. Donc, en s'appuyant uniquement sur ces données-là en input. Donc, pas d'input externe, mais uniquement de ces inputs. Donc, la première étape, c'est on a le LLM, la brique de base, typiquement GPT-4, et donc ce modèle, il a été déjà entraîné et il permet de répondre textuellement à des questions, mais il n'a aucun contexte et il ne sait pas du tout qu'est-ce qu'on attend de lui. C'est juste le modèle de base, c'est un point de départ, vraiment la brique de base pour pouvoir construire notre réponse. À cette brique de base, on ajoute différents modules. Le premier module, c'est tout ce qui est le prompt engineering. Donc, le but, c'est de minimiser les hallucinations, donc avoir une réponse précise et cohérente. Et et dans le prompt engineering, on retrouve différents items. Donc, une phase de contexte. Donc, on lui dit on se place dans un cadre de modélisation financière, de dérivés de taux, en particulier sur les swaptions. On peut lui donner une définition de la swaption pour que ça soit au clair et qu'il n'invente pas en se basant sur, sur la définition que l'on connaît. Donc, qu'est-ce qu'est une swaption? On peut aussi préciser si on est receveur, payeur pour adapter les différentes analyses. On lui définit aussi tout ce qui est axe d'analyse. Donc, nous, par exemple, sur la volatilité de marché, on aimerait bien connaître, avoir une analyse sur la structure de la nappe de volatilité, la structure des volatilités implicites, la structure de vol, mais aussi, par exemple, sur le smile et avoir des analyses économiques qui en découlent. On peut lui définir aussi des exemples. Les exemples, c'est assez intéressant pour définir aussi tout ce qui est format de réponses attendues, pour lui préciser, on attend des réponses de ce type pour construire une analyse, avoir vraiment des différentes parties ou pour donner vraiment des exemples concrets de ce qui est attendu. Et on définit surtout des règles et une règle assez importante, c'est d'utiliser uniquement les informations de sa base de données pour répondre. On ne veut pas qu'il invente des données, donc on ne veut pas qu'il hallucine sur des données, qu'il utilise des données externes pour analyser. Là, on veut analyser la nappe de volatilité de marché spécifique qu'on lui a mis en input. À partir de cette prompt engineering, on peut définir une question. La question très simple, peux-tu construire une analyse des surfaces de volatilité de swaption de marché? Et on a un autre module, donc tout ce qui est détection d'attention, qui est lié à ce qu'on a vu, le workflow agentique, où là, le but, c'est de découper la question en sous-tâches pour comprendre précisément la demande de l'utilisateur et la personnaliser, que ce soit dans son contenu, son format. Et au final, on a une réponse que vous voyez dans l'encadré bleu. Nous, on a défini dans notre axe d'analyse qu'on voulait une étude de la structure par terme de la volatilité implicite et du smile. Donc, on a un premier bloc, le premier paragraphe, pardon, qui parle de la volatilité implicite, donc de la structure par terme, donc sur le court terme, le long terme. On a quelques valeurs importantes qu'on a pu définir dans les exemples, par exemple, maturité 1 an, 5 ans et 30 ans, parce que ce sont des valeurs qui pourraient être intéressantes pour nous dans notre analyse et on aimerait publier dans le rapport. On a une analyse sur le troisième paragraphe qui est plutôt axée sur l'interprétation économique de cette structure par terme. Et finalement, un dernier bloc sur le smile de volatilité qui nous précise de la forme qu'il peut avoir et les conséquences. Un autre exemple, on va faire un autre exemple sur la validation des scénarios économiques, où là, l'idée, c'est de comparer deux rapports entre deux arrêtés de la validation des ESG. C'est très, très, très courant de réaliser ces tâches-là. On aimerait, voilà, pareil. On aimerait, entre deux arrêtés, on se pose souvent la question, est-ce qu'on a un test de validation qui a été dégradé? Pourquoi? Et
Et c'est notre but. Là, on essaye de vraiment raisonner sur, donc plutôt sur les faits marquants. On aimerait déterminer s'il y a eu des dégradations et pourquoi. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'il nous fait une comparaison très simple sur les différents tests. Donc, on peut voir des tests martingales pour l'inflation, pour l'equity, pour le crédit. Et on voit aussi un test de market consistency. Et on voit dans la partie de droite, c'est pour le T3 et la partie de gauche, le T2. Pour le T3, on voit qu'il y a eu un rejet sur le test de market consistency. Automatiquement, il nous a dit, on peut remarquer que les tests de martingalité n'ont pas été dégradés puisqu'ils ont tous été acceptés aussi bien au T2 qu'au T3, donc il n'y a pas eu d'évolution. Mais par contre, le test de market consistency, il a bien été... Ah, c'est les petits aléas de la vidéo. On voit que le test de market consistency a été dégradé et du coup, on veut comprendre cette dégradation. Donc on lui pose la question, quels sont les éléments qui peuvent expliquer cette dégradation? À comprendre, quand même à mettre en avant qu'on n'a pas besoin de lui préciser la market consistency. Il comprend qu'on fait référence à la requête d'avant. Donc il nous a suggéré une dégradation sur la market consistency lors de la première question et on peut récupérer ces informations directement dans la suivante. Et là, l'analyse, donc tout ça, c'est vraiment tout ce qui est, tous les agents, toute la valeur ajoutée de l'agent. Donc sur le raisonnement, il calcule une métrique très simple, la moyenne des écarts relatifs entre les volatilités de marché et les volatilités de Monte-Carlo. Donc celle de marché, tout le monde connaît, et les volatilités de Monte-Carlo, c'est plutôt à la simulation des GSE. Et on voit que cette métrique, elle est passée au T2 de 2,77 à 117% pour le T3. Mais on pourrait directement, intuitivement se dire, bah, ok, bah, il y a un problème sur la simulation, puisque les vols Monte-Carlo ont fortement augmenté, donc on pourrait se dire directement que c'est une dégradation par rapport à ça. Mais dans le raisonnement qui a été mis dans l'agent, dans le LLM, pardon, il calcule automatiquement aussi la moyenne des écarts relatifs entre les vols marchés et les vols modèles. Et il constate qu'il y a aussi une dégradation à ce moment-là. Du coup, ça suggère plutôt une dégradation directement liée au calibrage qui se répercute sur la simulation. Et c'est exactement ce qu'il dit dans le troisième paragraphe, que puisque l'erreur a été observée dès le calibrage, c'est plutôt lié au calibrage que à la simulation réellement. Et automatiquement, donc dans le raisonnement, il nous donne les causes possibles de cette dégradation du calibrage. Donc, valeur aberrante sur la surface de volatilité, saturation des paramètres, paramétrage du LMM+, donc du modèle de taux incorrect, poids de calibrage non pertinent. Et il nous donne aussi, donc ça c'est l'effet marquant, donc les causes possibles de ces dégradations, mais il nous suggère aussi quelles sont les plus probables. Par exemple, les poids de calibrage non pertinents, bah, ça semble assez peu probable puisqu'il compare automatiquement les poids qui ont été utilisés au T2 et au T3 et il constate qu'ils sont identiques. Donc il y a peu de chances que ça soit lié à ça. Pour les paramétrages du LM+, incorrect, c'est pareil, ils sont identiques. On a un paramétrage initial qui est identique, donc peu de chances que ça soit ça. Pour la saturation, il regarde directement si les paramètres du T3 ont été saturés et il n'y en a aucun, donc peu probable. La dernière cause qu'il nous suggère, c'est plutôt une valeur aberrante sur la surface de volatilité de marché. Du coup, on a une piste et on aimerait donc approfondir. On va demander au chatbot directement de nous afficher, de nous comparer les deux surfaces de volatilité. Donc c'est ce on lui demande dans le chat. Donc compare les volatilités de marché entre ces deux arrêtés et affiche les maturités et ténors avec les écarts relatifs les plus importants. Hop. Ouais. Voilà, parfait. On constate qu'en moyenne sur toute la nappe, on est aux alentours, on a des valeurs assez faibles et au maximum, on est dans les 12%. Sauf sur la maturité, donc la ligne 6 qui correspond au 10, là où il y a serré la souris,
où on voit qu'il y a des écarts relatifs qui sont au-delà de 90%. Donc, ça nous semble assez cohérent qu'une variation de 90% sur, entre le T2 et le T3 sur un point de cette surface, ça nous semble assez peu probable. Donc ça laisse sous-entendre quand même que la cause de valeur aberrante semble plutôt pertinente. Et si on continue un tout petit peu, on va voir qu'il va nous les afficher en données textuelles. Et il va nous donner donc les couples maturité-croix ténor avec les écarts relatifs assez importants qui ont été détectés. Donc, au-delà de 80, dans ce cas-là, au-delà de 90%. Du coup, pour les exemples, c'est, ça sera tout pour nous, mais on va redonner la parole à Noir pour la conclusion. Voilà. Là, juste le temps de reprendre la vidéo. Vous me voyez ou pas? Oui, très Oui. C'est bien. bon? Ok, attendez 2 secondes. J'ai un truc qui s'est affiché par-dessus. Comme par hasard. 2 secondes. Non. Voilà, puis voilà, c'est bon. Alors, en termes de vraiment de prérequis pour ce type de démarche, en termes d'IA, très important de bien cartographier son process en termes de calcul, d'indicateurs. Il est nécessaire vraiment de faire un mapping complet de toutes les sorties, tous les indicateurs générés, etc., pour savoir qu'est-ce qui va être utilisé par l'IA, qu'est-ce qui va être utilisé par l'automatisation. Et c'est vrai que c'est un travail, bon, enfin, je dirais pas le plus intéressant, mais ça permet vraiment de faire le mapping complet, de savoir quelle donnée vient d'où et de tout centraliser sur une même sortie afin justement d'avoir un fichier qui vient alimenter l'automatisation et l'IA. Donc du coup, c'est d'essayer de mutualiser au maximum l'ensemble des données et de ne pas avoir 1000 fichiers qui se baladent. Ça, c'est hyper important, c'est d'avoir une cartographie très claire du process. Ensuite, pour l'automatisation, clairement, il faut une maîtrise des méthodes sous-jacentes, c'est-à-dire que pour générer les GSE, pour calibrer, etc., il faut comprendre l'ensemble des paramètres qu'on utilise, bien tout comprendre pour justement pouvoir faire des recettes et des travaux de non-régression et aussi des analyses quand on fait des sensibilités. Et clairement, il faut avoir la conviction aussi qu'il y aura un gain en termes de temps. On ne fait pas de l'automatisation pour faire de l'automatisation. On ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA. Il faut qu'il y ait vraiment une valeur ajoutée, des travaux récurrents et enfin, si vous générez un seul scénario économique par trimestre, vous faites un central, ça ne sert à rien de faire de l'automatisation et de l'IA. C'est des choses clairement. Si vous avez par contre, vous générez plus d'une cinquantaine de scénarios par trimestre, là oui, effectivement, vous allez avoir besoin d'une automatisation complète de vos process. Vous allez avoir besoin de bien cartographier vos process et surtout, vous allez avoir un gain de temps énorme si vous automatisez. Et grâce à l'IA, vous allez avoir en termes d'analyse, vous allez pouvoir compléter vos analyses. Et ça, c'est vraiment l'aspect très pertinent de l'IA. C'est de compléter des analyses qui sont, par exemple, un peu floues. Quand vous regardez votre PowerPoint, vous générez automatiquement, vous vous dites, ah bah tiens, tel élément, je ne comprends pas. Hop, vous allez questionner, vous allez apprendre à votre chatbot les éléments que vous voulez qu'il analyse et ensuite, vous allez lui donner les bonnes données de l'arrêté pour justement pour avoir cette analyse plus fine. Et en termes de gains opérationnels, il est clair qu'aujourd'hui, on n'arriverait pas à tenir nos délais de production si on n'avait pas tous ces outils. On n'avait pas réalisé toutes ces automatisations et l'IA. On a vraiment aujourd'hui des temps très réduits de production grâce à ça. Et ça nous permet surtout de fiabiliser les résultats. Alors voilà, en termes de conclusion. Alors si je peux juste faire un parallèle avec une des questions qui a été posée,
j'ai vu qu'il y avait une question justement sur les indicateurs, les résultats affichés ou consultés. Bah justement, c'est comment on s'assure qu'il n'y a pas d'erreur. Très simple. Si votre mapping et votre cartographie des données, elle est complète et vous la faites correctement, vous savez exactement quel indicateur vient de quelle sortie. Vous savez exactement, vous avez votre mapping complet, vous savez qu'il y a un seul fichier plat qui regroupe toute la donnée. Vous saurez retrouver l'indicateur en question. C'est pas plus simple, pas plus difficile que ça. Si vous avez toute la donnée, bah forcément, sur le même fichier, c'est déjà beaucoup plus facile. Voilà, en termes de résultats affichés, nous, on fait quand même quelques checks de temps en temps pour vérifier que voilà, il n'y a pas des incohérences. Et ça, le fait d'avoir vraiment toute la donnée sur un même fichier de sortie plat, c'est vraiment hyper important. Voilà ce que je peux en dire. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Jérémy ou Céline? Oui, Sûr. en fait, je pense que la question, elle voulait aussi parler de l'auditabilité de l'IA, je pense. Du Je te coup, laisse poursuivre alors. ouais, Ouais. du coup, moi, je te Bah laisse ouais. commencer. Bah pour du coup vérifier, enfin auditer un peu les réponses des chatbots en IA, il y a le premier niveau qui va consister à, du coup, par exemple, quand il va créer un graphique, il y a un code derrière Python qui est généré pour créer ce graphique. Donc l'idée c'est du coup de pouvoir recevoir ce code, le lire et en tant qu'utilisateur du coup vérifier que ce code correspond bien à ce qu'on voulait faire. Après, on peut aussi, dans le cadre, c'est un peu le même concept, mais dans le cadre où on va, par exemple, utiliser des données sources extérieures, si on a besoin de documents, d'articles, par exemple, de presse, etc., on peut du coup écrire la source dans la réponse du chatbot et aussi, par exemple, surligner les mots ou les phrases qui viendraient du coup d'un article ou d'un papier, par exemple. Après, on peut aussi, pour ce qui est du raisonnement, comme ça a été montré par Jérémy dans la dernière vidéo, on peut un peu forcer du coup le chatbot à détailler son raisonnement. Par exemple, quand il y avait un problème sur les données marché, il a mis toutes les causes possibles et à la fin, il a dit, je pense que ça vient de cette cause-là. Il n'a pas tout de suite dit, ça vient des données de marché. Il a proposé toutes les alternatives possibles. Ça, c'est du coup ce que Céline a présenté, c'est, on va dire, l'auditabilité, on va dire, plus manuelle, où on a besoin de l'humain, mais on peut aussi, il y a un autre volet d'auditabilité où on utilise aussi des LLM pour valider d'autres LLM. L'idée, c'est qu'on fait ce qu'on appelle du topic modeling, c'est-à-dire, on construit, pour chaque tâche effectuée, on construit des catégories. Alors, je prends un exemple très simple. On peut construire une catégorie qui serait récupération d'informations, où on veut juger de la qualité de notre modèle à pouvoir récupérer l'information. Un autre topic qui pourrait être la création de graphiques, ou un autre topic plutôt sur le raisonnement. Donc l'idée, c'est on construit différentes catégories où on liste chacune des tâches que notre modèle est amené à effectuer, et on va construire, euh, notre objectif, c'est de construire une métrique, un score qui permet de juger de la qualité de chacune de ces tâches. Et c'est là toute la difficulté. Et pour pouvoir se faire, en fait, on réalise un grand nombre d'examens. Donc, il faut le voir un peu comme des questions à choix multiples. On génère un très grand nombre de questions sur chacun de ces sujets et on les passe au modèle et on observe ses résultats. Donc, par exemple, on lui pose une question, comme on l'a vu dans l'exemple vidéo, quelles sont les causes possibles de dégradation du test de market consistency? On lui passe aussi les réponses. Réponse A, saturation des paramètres. Réponse B, valeur aberrante. Réponse C, problème de poids de calibrage. Et on demande à notre modèle de choisir la réponse en question. Et à partir donc, de ce grand nombre de questions générées, on peut en déduire quel est son taux de réussite d'avoir trouvé la bonne réponse, et en déduire une métrique. Et en fonction de s'il y a un des sujets, une des catégories, par exemple, si le problème c'est le raisonnement, eh ben, on va ajuster et la partie contexte, prompt engineering, mais aussi la partie agentique
pour moduler et la rendre plus précise. Donc, on sert aussi beaucoup de LLM pour les valider un peu massivement, et tout en ayant aussi une couche humaine pour pouvoir juger de la qualité. Au côté Milliman, c'est plutôt, on a une sorte de lab IA qui vraiment s'occupe et travaille sur ces problématiques-là d'auditabilité des modèles, en plus de la création des modèles. Très bien, merci beaucoup. Sur ce sujet, là, on vous parlait d'auditabilité. Mais dans le concret de la vie de l'entreprise en ce moment, euh, ça relève de qui? Est-ce que le contrôle interne intervient dans la chaîne des responsabilités, dans la gouvernance? Est-ce que là, on parle des actuaires, enfin des actuaires ou de la fonction euh, où on en est déjà à des interventions du contrôle interne et de l'audit. Non, moi, enfin, selon Ah, moi, après, vas-y, vas-y. je vais plutôt répondre à cette question, puisque l'on a une vue Et plus ça, transversale effectivement, oui. des process. Aujourd'hui, il y a une gouvernance en termes de validation des scénarios qui indique que voilà, si des tests sont refusés, acceptés, etc., il y a vraiment une gouvernance très spécifique. On ne peut pas produire un scénario économique refusé, bien entendu, avec les tests qui ne seraient pas Oui, bons. Et oui, ça, il y a vraiment un document aujourd'hui chez CNP qui décrit à quel niveau on doit relayer l'information. Ça peut être du management, ça peut être du top management, tout dépend du test, s'il est critique et sa matérialité. Ça nous est arrivé d'être bloqué, effectivement. Ça nous est déjà arrivé dans le passé d'être bloqué sur peut-être une journée pour devoir reproduire un scénario qui a plus de sens en termes d'indicateurs et qui permet de passer les tests. Donc voilà, il y a vraiment une gouvernance très pointue là-dessus où on est obligé d'échanger avec la fonction actuarielle et du top management pour faire valider les scénarios au cas échéant. d'accord. Et dans le... je me souviens plus ce que je voulais poser. Oui, est-ce que vous craignez pas que l'amélioration de ses performances en termes de durée de réalisation, etc., ça amène le régulateur à nous en demander encore plus? Ah bah c'est un risque. C'est comme tout, c'est un risque hein, qui peut arriver. On peut nous en demander Ou encore avec plus, une effectivement. Hein. périodicité plus fine, ou Oui, à chaque fois qu'il y a un mouvement de marché important, bah, après, c'est un risque qui peut être, qui peut s'avérer. Bon, après, aujourd'hui, je sais qu'on a le droit à faire enfin, aujourd'hui, par exemple, sur Solvabilité 2, on a le droit de faire des simplifications sur les reportings trimestriels, par exemple, Oui, oui, des simplifications méthodologiques. oui, Donc oui, s'ils nous demandent des éléments en plus, on va certainement utiliser ce levier-là. On fera des simplifications méthodologiques. d'accord. C'est pas exclu qu'on fasse des choses un peu plus simples. Alors, dans les questions, vous les voyez comme moi. Donc, il y avait effectivement une question d'auditabilité. Il y avait la question sur quoi ces modèles, est-ce que vous utilisez des modèles de base de marché qui ont été entraînés sur En des fait, données, non, ou est-ce que c'est pas le cas? ouais, J'ai vu cette oui. question-là. Du coup, on utilise les modèles de marché, donc enfin GPT 4o, 4o mini, il y a aussi Mistral, il y a Gemini, on peut faire, enfin, il y a les tests aussi des fois qu'on réalise pour comparer en fonction des différents modèles pour voir l'impact que ça a sur du coup les réponses, etc. Mais à partir de ces modèles, donc de cette brique, on va dire, de base, on peut rajouter tout ce qui est RAG, donc apporter Oui. de l'information supplémentaire à partir de documents externes ou de données externes pour pouvoir compléter Mm. la connaissance, on va dire, du modèle, où on peut même fine-tuner nos données sur des documents, sur des informations spécifiques
où on veut que ce modèle soit un expert par exemple, si on le fait, par exemple pour CNP, on pourrait prendre toute connaissance exacte de leur stratégie de validation, de leur process, et vraiment avoir un modèle qui est parfaitement adapté à l'entreprise. Et ça, vous le faites plutôt par le RAG ou par le fine-tuning? Ça dépend, en fait. Ça peut être le RAG. L'avantage, c'est que c'est une méthode rapide qui ne nécessite pas de recalibrer tout le modèle le modèle LLM. C'est assez efficace, mais si on veut des choses très 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 précises ou se baser que sur un type d'information, par exemple, on voit qu'il y a des questions un peu sur tout ce qui est confidentialité de données et tout par rapport à ça. On pourrait construire un modèle entièrement fine-tuné, quasiment local pour répondre à ces problématiques de confidentialité, pour se déconnecter, on va dire, d'Internet. Mais on peut aussi le faire par le RAG, où on conserve toute la connaissance de GPT-4, par exemple, et ajouter juste quelques corpus de texte ou d'informations externes pour pouvoir améliorer notre modèle. C'est Ouais, assez variable en fonction des, on va dire, du cas qu'on veut réaliser. ok. Tout à l'heure, j'ai cru entendre que vous parliez de MATLAB. Vous utilisez MATLAB? On va essayer. Anouar, c'est Anouar qui va pouvoir mieux répondre à cette question, mais c'est répond. Sinon, c'est utilisé pour, enfin, chez CNP enfin, c'est coder leur GSE En fait, tout et coder en l'applicatif MATLAB. pour lancer le GSE fonctionne en MATLAB. Ils ont Mm, un logiciel interne, euh, vraiment interne, qui permet de réaliser et permet de faire des connexions avec l'ALM. mm, Et tout ce système est réalisé en MATLAB. Par mm, contre, tout ce qui est partie automatisation, est entièrement réalisé en Python. On aurait pu faire une certaine connexion avec MATLAB, on peut très bien le faire. Après, il y a eu des choix plutôt internes pour séparer un petit peu ces deux outils. Mais oui, MATLAB est utilisé, mais c'est vraiment dans la création des GSE, pas dans la partie automatisation. oui, 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 oui. J'allais dire un résidu, c'est pas un beau mot, mais ça existait avant. Oui, tout à Ah, fait. oui, oui, Ouais. oui, Oui, on s'est adapté oui, à oui, Ah ouais. l'architecture déjà en place. C'est Oui, parce qu'il y aurait à le refaire, vous le feriez en Python. oui. oui. Mais après, c'est très différent. C'est la structure GSE, c'est très très lourd parce que, euh, sans rentrer dans les détails, mais il y a tout l'ALM, il y a énormément de choses qui sont reliées Ouais. à l'architecture créée. Nous, on voulait rajouter plutôt une brique qui, en complément de ce qui est réalisé. Notre but quand on fait de l'automatisation ou de l'IA, c'est de s'adapter à l'existant. Nous, on Ouais. propose des solutions en Python parce que aujourd'hui, c'est très très efficace pour réaliser tout ça. On s'adapte aux contraintes, on fait au mieux pour s'adapter à l'architecture. Et l'avantage de Python, c'est que les interconnexions entre les différents langages est très souvent possible, hein. Il Oui. existe Ouais, pas mal de packages pour pouvoir passer de l'un à l'autre. ouais. Dans tout ce que vous nous avez montré, euh, j'allais dire qui fait quoi. Euh, Là, dans beaucoup de choses, là, ça dépend de la direction financière. Ce que je vois mal, c'est comment ça s'articule entre les actuaires et puis euh, la- la- les autres acteurs de la finance, de la direction financière, qui ne manipulent pas forcément les outils. Je vois mal, dans ce que vous nous avez montré tout à l'heure, à un moment, vous parliez de la facilitation de l'automatisation. Vous avez dit, c'était plutôt au début de l'intervention, et c'est Céline qui en parlait, que c'était pour des gens qui ne codaient pas.
Bah, en fait, alors là, du coup, c'était assez spécifique pour le projet. Le projet, on l'a fait du coup pour l'équipe donc danoire, donc qui est expert GSE. Et c'est cette équipe-là c'est uniquement cette équipe qui va utiliser l'outil qu'on a mis en place pour générer la présentation. Alors, l'équipe code, enfin, il y en a qui codent plus ou moins dans l'équipe, mais l'idée, c'était en tout cas qu'ils aient pas besoin de rentrer dans le code pour pouvoir lancer l'outil et que ce soit quand même assez facile pour faire tout ça. Donc là, on l'a fait pour l'équipe. Souvent, on le fait on fait les outils d'automatisation ou d'IA. C'est des équipes spécifiques qui nous demandent et donc on fait en sorte, enfin, on réfléchit avec eux pour que eux après puissent du coup l'utiliser et qu'ils maîtrisent l'outil qu'on va leur livrer. Oui, puis ça fait des erreurs possibles en moins, quoi. Je Oui, comprends, oui, ouais. oui, ça fait surtout, notamment là, pour l'automatisation CNP, beaucoup de gains de temps pour que l'équipe puisse analyser des phénomènes plus précisément, enfin, qui donne un peu plus de temps à l'analyse, plus que à créer une présentation où on copie-colle des graphiques, où on met à jour des tableaux, etc., qui peut être pas très intéressant dans le travail d'un actuaire. Alors, je ne sais pas si vous avez passé en revue un peu les questions, parce que je crois que vous avez répondu quand même à un certain nombre de questions posées. Euh, Hmm. euh, Alors, Et, bah, si vous voulez, on peut répondre. Pour la question, l'API qui appelle la bibliothèque de DataVis ou c'est une génération d'images, en fait, c'est des bibliothèques de DataVis que l'on utilise. Nous, on ne fait pas de génération d'IA. Mais on a, en fait, là, on vous a parlé vraiment de la partie LLM, donc pour générer du texte principalement. Mais on a aussi beaucoup d'outils de data visualisation. On a des cas. Par exemple, on a fait des cas sur la détection de signatures. On a fait, oui, sur la génération de graphes, de supports. On utilise des bibliothèques déjà existantes où on code des briques. C'est vraiment l'ABIA de Milliman qui s'occupe de ça et donc de s'adapter aux différents cas d'usage. Oui, parce que à noter, le but, c'est pas de remplacer l'IA. Par exemple, si en interne vous avez un chat GPT, c'est pas de remplacer le chat GPT par un nouveau. On réalise des travaux pour répondre quand même à des cas d'usage est vraiment assez spécifique. On peut traiter aussi bien de l'ALM que là on fait du GSE, que des risques techniques ou même création de rapports beaucoup très réglementaires. On peut faire un peu plein de types de travaux. Mais il y a tout un aspect aussi de data visualisation. On a des cas beaucoup moins communs et tout le temps, tout ce qu'on propose, c'est vraiment pour répondre à un besoin, à une problématique. alors, il y avait des notions, des questions de confidentialité des données. Vous y avez répondu un peu tout à l'heure. Euh, Bon, il me semble que vous avez répondu à peu près à la dernière question. Comment votre outil pourrait expliquer une baisse ou une hausse de la volatilité action ou aux taxes douanières, douanières des États-Unis? Je ne sais pas. La question est vaste. Bah, alors, je suis pas un expert des taxes de cette partie-là, mais Non, alors, attendez, il faut juste replacer bien les choses dans le contexte. Là, c'est pas enfin, ce qu'on fait, c'est pas des analyses du contexte économique. Quand on dit scénario économique, on parle de scénario économique risque neutre, où toutes les trajectoires en moyenne produisent le taux sans risque, ce qui est demandé par solvabilité 2. On n'est pas du tout dans l'analyse de comment la vol action évolue entre deux périodes. C'est pas du tout l'objet du travail qu'on fait chez CNP sur ce sujet-là. mais si on Ça, voudrait. c'est plutôt le travail de macroéconomiste, de ouais. savoir pourquoi la vol action elle évolue de telle ou telle manière. Mais par exemple, si on voulait quand même répondre à cette question sans un lien avec les GSE, mais à partir des données de marché, donc on observe la vol marché,
comme on l'a dit, on peut très bien, et c'est tout l'avantage des RAG, ajouter de la donnée externe où il y aurait des informations sur les taxes douanières Oui. US pour mettre en parallèle et créer un lien entre les deux. Si on s'éloigne du cadre purement GSE, mais vraiment mettre en parallèle les informations, des données de marché avec d'autres données externes qui peut être d'ailleurs côté Milliman, on a un peu traité ce cas d'informations, de news économiques et les conséquences sur les données de Bien marché. sûr. On peut très bien déterminer des liens. Alors bon, il faut quand même une certaine expertise pour pouvoir juger Causalité. de la causalité entre les deux, mais on peut très bien mettre en parallèle les deux, c'est tout à fait possible dans un modèle d'IA, mais on est obligé d'ajouter des informations externes récentes pour pouvoir euh, traiter ce cas. Merci beaucoup. Ben, je crois qu'il nous reste à vous remercier tous les trois pour cette présentation extrêmement intéressante et surtout, j'allais dire, la philosophie générale, non seulement les résultats que vous obtenez, mais cette philosophie générale qui est que l'IA est un outil qui demande à être pris par la main et à être placé dans le bon contexte. Euh, et c'est ce que vous nous avez montré. Euh, je pense de façon à chaque étape, vous nous l'avez montré. Et, et c'est très intéressant parce que on voit bien la complémentarité entre la puissance calculatoire de l'IA et la capacité de raisonnement des êtres humains et en l'occurrence des actuaires. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut travailler, nous, en tant qu'actuaires. C'est vraiment notre valeur ajoutée dont il faut être bien conscient. Donc, encore merci pour votre présentation extrêmement intéressante. Et bah, à bientôt à tous. Et n'oubliez pas de vous inscrire dans le club IA au carré, n'est-ce pas? Tous les gens intéressés par l'IA, même pour ceux qui ne sont pas encore complètement dans le bain, comme de toute façon il va falloir s'y mettre, autant le faire de façon sympathique, entouré d'actuaires de niveaux différents et qui travaillent dans des secteurs différents. Et merci beaucoup à tous. Très Merci, Merci bonne soirée. beaucoup. Au revoir. bonne Temps. Au soirée, au revoir, revoir. merci. Merci à Merci. tous.